prochaine dans le monde entier. Le président Trump et la vice-présidente Harris seront avec nous dans quelques instants. Lindsay Davis, la réunion de ce soir est peut-être la plus importante avant les élections qui auront lieu dans 2 mois. Pour Madame Harris, c'est son premier débat depuis que le président Biden s'est retiré de la course, après son débat contre le président Trump au mois de juin. Mais la dynamique a complètement changé depuis. Les règles, 90 minutes, 2 pauses publicitaires, aucune question n'a été transmise à ce jour au parti. 1 minute 30, 2 minutes de réponse, 1 minute de droit de réponse. Pas de notes écrites, il n'y a pas de public ici aujourd'hui au National Constitutional Center. Un contexte un peu intime pour des candidats qui ne se sont jamais rencontrés. Le président Trump a remporté le tirage au sort, c'est lui qui conclura les travaux. Accueillons les 2 participants, Madame Harris et Monsieur Trump. Bonjour, Kamala Harris, enchanté. Allez-vous bien, ravi de vous rencontrer. Merci. Bienvenue à tous les 2, c'est un honneur que de vous avoir. Et bonjour à tous, nous serons ravis d'avoir un débat vif et intéressant. Commençons par le commencement. Ce qui intéresse le plus les électeurs, l'économie, le coût de la vie. Madame Harris, vous avez été élue il y a 4 ans. Votre contradicteur demande régulièrement si les choses vont mieux pour les électeurs qu'il y a 4 ans. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille de classe moyenne. Et en fait, je suis la seule aujourd'hui sur cette scène d'avoir un plan pour aider les familles de classe moyenne. Et moi, je crois en les aspirations et en les rêves des Américains. Nous avons un plan qui va nous permettre de créer une économie de l'opportunité. En effet, nous savons que nous avons une pénurie de logements, nous savons que le coût de la vie et le coût du logement est trop élevé pour la majorité des Américains. Nous savons que les familles ont besoin d'aide pour élever leurs enfants. J'ai prévu des crédits d'impôt de $6 000 pour ces familles, le plus élevé depuis longtemps. Ainsi, les familles peuvent acheter un berceau, des enfants, des habits pour leurs enfants, etc. Ma passion, ce sont les petites entreprises. Ma maman nous a élevés, ma sœur et moi, mais nous avons une deuxième maman, comme on l'appelle. Elle était aussi à la tête d'une petite entreprise. Nous voulons $60 000 de réduction d'impôts pour aider les petites entreprises parce qu'il s'agit d'épines dorsales de notre économie. Et alors que Donald Trump va simplement réduire les impôts pour les milliardaires, pour les grandes entreprises, ce sera 3 000 milliards de déficit budgétaire pour les Américains. Il y aura pour nous une réduction de taxe de 20% pour les denrées alimentaires. Et cette réduction de taxe va en fait signifier une augmentation de $4 000 par an pour les ménages américains. Parce qu'ils pensent que ce sont les Américains de la classe moyenne qui doivent payer pour les milliardaires. Vous avez 2 minutes. Tout d'abord, cet impôt n'existe pas, elle le sait. Nous imposons des droits de douane sur d'autres pays. Après 75 ans, les autres pays vont enfin payer pour tout ce que nous avons fait pour le monde. Les droits de douane seront importants dans certains cas. Comme vous le savez, nous avons gagné des milliards et des milliards de dollars grâce à la Chine et ils n'ont jamais imposé des droits de douane, eux, car ça leur coûterait trop cher. Donc, nous avons gagné des milliards de dollars et on a laissé les droits de douane. J'ai imposé des droits de douane et il n'y a pas eu d'inflation. Nous avons eu une économie désastreuse à cause de l'inflation. L'inflation, ça mine les pays. Il y a une inflation inédite, on n'a jamais vu ça. Probablement la pire inflation de l'histoire de notre pays. Nous étions à 21%, mais c'est être généreux parce qu'on sait qu'on peut attendre 50, 60, 80% de plus qu'il y a quelques années. C'est vraiment une catastrophe pour la classe moyenne, mais pour vraiment toutes les classes. En plus de cela, il y a des millions de personnes qui envahissent notre pays, qui
viennent de prisons, d'institutions psychiatriques, d'asiles de fous. Ils arrivent dans notre pays et ils volent des emplois qui sont occupés par des latinos et des afro-américains, et on sait que les syndicats vont être attaqués également. On voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe dans les petites villes, dans tous les États-Unis. On voit Springfield dans l'Ohio. Regardez Aurora également dans le Colorado. Ces personnes envahissent ces villes, envahissent les bâtiments avec violence. Ce sont des personnes que Kamala Harris et Biden ont accueillies dans notre pays, et ces personnes détruisent notre pays. Ce sont des personnes dangereuses, des criminels très dangereux, et on doit les déporter rapidement. J'ai créé l'une des plus grandes économies de l'histoire de notre pays. Je le referai, ce sera même encore mieux. Alors nous allons parler de la sécurité aux frontières et de l'immigration, mais je voudrais demander à Mme Harris de répondre. J'en serais ravie. Bon. Passons maintenant peut-être à l'héritage de Donald Trump. Il nous a donné les taux de chômage les plus élevés depuis la Grande Dépression. Il nous a légué l'épidémie de santé publique la plus grave de ce siècle. Donald Trump nous a légué la plus grande attaque sur notre démocratie depuis la guerre civile. Qu'avons-nous fait? Eh bien, nous, on a simplement nettoyé après lui. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, ce qu'on prévoit de faire, c'est de se baser sur les rêves et les aspirations des Américains. Aujourd'hui, vous allez entendre la même rengaine, les mêmes mensonges, les mêmes invectives. Vous allez nous entendre parler du projet 2025, un plan dangereux que l'ancien président prévoit d'adopter s'il est réélu. Je crois fermement que le peuple américain souhaite un président qui comprend l'importance de travailler ensemble. Nous avons bien plus en commun que de choses qui nous divisent, et moi je promets d'être une présidente pour tous et toutes. Monsieur Trump, vous avez une minute. Tout d'abord, comme vous le savez, comme elle le sait mieux que quiconque, je n'ai rien à voir avec le projet 2025. C'est un projet qui existe, je ne l'ai pas lu, je ne veux pas le lire. À dessein, je ne vais pas le lire. C'est un groupe de personnes qui s'est rassemblé. Ils ont trouvé quelques idées, certaines bonnes, certaines mauvaises, j'imagine, mais cela ne fait aucune différence. Je n'ai rien à voir avec ça. Tout le monde sait que je suis un livre ouvert. Tout le monde sait exactement ce que je vais faire. Réduire les impôts largement et créer une formidable économie comme je l'ai fait auparavant. Nous avions la plus belle économie. Nous avons été frappés par la pandémie, et cette pandémie n'avait jamais été vue depuis 1970 où 100 millions de personnes sont mortes pratiquement. Nous leur avons remis un pays avec une belle économie, avec la bourse qui était vraiment à des niveaux records. Personne n'avait jamais vu quoi que ce soit comme ça. On a offert des respirateurs au monde entier, des masques, etc. Personne ne pensait que c'était possible. Et on sait que grâce à moi, on a pu reconstituer notre armée, mais on ne me donne pas assez de lauriers pour ce que j'ai fait pour la santé. Et surtout, on a pu recréer des emplois, on a pu retrouver de bons emplois, mais c'est grâce à moi, c'est moi qui ai créé tous ces emplois, ils le savent. Madame Harris, vous avez le droit de réponse. Alors, en fait, Donald Trump n'a aucun plan à vous présenter. Et quand on regarde son plan économique, ce sont simplement des réductions fiscales pour les plus riches. Nous allons créer une économie de l'opportunité, et les meilleurs économistes de notre pays et même du monde ont passé en revue notre plan. Et Goldman Sachs a dit que le plan de Donald Trump allait aggraver l'économie et ne pas la renforcer. Et la Walton School a dit que le plan de Donald Trump allait faire exploser le déficit. 16 lauréats des prix Nobel ont déclaré que ce plan allait augmenter l'inflation et créer une récession d'ici l'année prochaine. Il suffit de se pencher sur la situation actuelle. Vous savez que Donald Trump n'a pas de plan pour vous parce que tout ce qu'il veut, c'est se défendre. Il ne veut pas s'occuper de vous. On lui a donné cet élément de langage. Moi, je suis allé voir cette école de finance et beaucoup de professeurs pensent que mon plan est formidable, incroyable. C'est un plan qui va permettre de mettre en avant la valeur de notre pays. Grâce à ce plan, les gens vont vouloir travailler. Ça va créer des emplois, ça va créer des bons emplois bien payés pour notre pays. Et pour conclure, elle n'a pas de plan. Elle a tout simplement copié le plan de Biden. Et ça tient en 4 phrases.
4 petites phrases et on dit « Oh, on va essayer de baisser les impôts », mais elle n'a pas de plan. Regardez son plan, elle n'a pas de plan. Alors, Monsieur le Président, je voudrais reprendre quelque chose que vous avez évoqué tous les deux. Madame Harris a parlé des droits de douane. Vous avez répondu. Votre plan, que le décrit, c'est un impôt sur les ventes. Et il semblerait que les droits de douane pourraient augmenter jusqu'à 20%, donc doubler sur tout ce qui est importé. La plupart des économistes nous disent que cela sera transféré et répercuté sur les consommateurs. Madame Harris veut en exonérer un certain nombre de domaines essentiels pour les Américains. Est-ce que les Américains peuvent réellement se permettre ces impôts? Il n'y aura pas une augmentation des prix. C'est la Chine qui va avoir une augmentation des prix. Et tous les pays qui nous arnaquent depuis des années. J'ai été le seul président. La Chine nous payait des centaines de milliards de dollars, tout comme les autres pays. Et vous savez, s'ils n'aimaient pas ces droits de douane, ils les auraient supprimés. Mais ça fait 3 ans et demi qu'ils continuent à exister sous leur administration. On va gagner des milliards, des centaines de milliards de dollars. Personnellement, sous mon administration, il n'y avait pas ou très peu d'inflation, alors que les démocrates ont eu des pics d'inflation. Je n'ai pas vu une pire période. On ne pouvait plus acheter de céréales, d'œufs, de farine. Les Américaines et les Américains meurent à cause de ce que font les démocrates. Ils ont détruit l'économie. Et tout ce que vous avez à faire, c'est regarder les sondages. Les sondages montrent que 80, 85, même 90% de personnes disent que l'économie Trump était formidable et l'économie des démocrates était catastrophique. Madame Harris, si vous voulez bien répondre, vous avez entendu ce que Monsieur Trump vient de dire. Effectivement, le gouvernement Biden a gardé un certain nombre de ses droits en place, n'est-ce pas? Une chose est claire, l'administration de Trump a provoqué l'un des plus grands déficits commerciaux de l'histoire américaine. Il a mené des guerres commerciales. Il a parlé de son accord avec la Chine. Bien sous la présidence de Donald Trump, il a vendu des micropuces en Chine pour les aider à moderniser leur armée et donc il nous a vendu pour les aider. Il faut s'assurer que les États-Unis d'Amérique soient compétitifs et pour ça il faut se concentrer sur ce qui est important, sur nos relations avec les alliés, sur les technologies américaines pour que nous puissions être compétitifs, pour que ce soit sur l'intelligence artificielle et sur les autres technologies. Il faut aider et soutenir la main-d'œuvre américaine pour que nous ne nous retrouvons pas sur le bord de la route et surtout pour que nous puissions tirer profit de ces opportunités. Et puis, le Covid. Il a remercié le président Xi pour ce qu'il a fait pendant la pandémie. Il a tweeté « Merci, président Xi », point d'exclamation, alors que nous savons qu'il a été responsable du manque de transparence sur l'origine du virus. Monsieur Trump, si vous voulez répondre. Ils les ont achetés à Taïwan. Nous ne faisons plus de puces électroniques. Les politiques et la philosophie des démocrates, bon, je ne dis pas ces politiques parce qu'elle n'a pas de politique, mais tout ce en quoi elle croit, il y a 3 ans, il y a 4 ans, eh bien, elle a été jetée par la fenêtre. À présent, elle adopte ma philosophie. J'ai failli lui envoyer une casquette Make America Great Again. Mais bon, si elle est élue, elle va changer ça. Ce serait la fin de notre pays. Elle est marxiste. Tout le monde sait que Kamala Harris est une marxiste. Son père était un professeur de marxisme en économie et il lui a bien appris. Mais regardez ce qu'elle a fait à notre pays. Regardez ces millions et millions de personnes qui envahissent notre pays tous les mois. 21 millions de personnes, pas 15 millions comme les gens disent. Et je crois que c'est encore plus que 21 millions. C'est plus que la population de New York qui envahit notre pays. Regardez ce qu'ils font dans notre pays. Ce sont des criminels. Beaucoup de ces personnes qui arrivent dans notre pays sont des criminels et c'est mauvais pour notre économie également. Vous en avez parlé, on va parler d'immigration un petit peu plus tard. Mais la mauvaise immigration, c'est le pire qui puisse arriver à notre économie. Les démocrates et Kamala Harris ont détruit notre pays à cause de leur politique totalement folle. J'imagine qu'ils détestent notre pays. Merci. Lindsay? Oui, alors je voulais évoquer l'avortement. Vous avez
avez dit, Monsieur le Président, que vous aviez pu mettre un terme à la décision Roe contre Wade. Vous étiez fier d'être le président le plus pro-vie de toute l'histoire. Qu'en est-il des droits de santé reproductive, notamment ce que vous aviez dit en Floride initialement? Vous aviez dit qu'il fallait un délai plus long, plus de 6 semaines. Ensuite, vous aviez dit que vous soutiendriez l'interdiction au-delà de 6 semaines. Madame Harris, quelle est votre position? Vous avez changé de position tellement souvent. Pourquoi faudrait-il vous croire, Monsieur le Président? Les démocrates permettent un avortement à 9 mois. Regardez le gouverneur de Virginie occidentale, pas le gouverneur actuel, ce qui fait du très bon travail, celui d'avant. Il a dit que le bébé sera né et on décidera ce qu'on en fait. En d'autres termes, on exécutera le bébé. Voilà pourquoi j'ai voulu cette loi, parce que ça prédomine. Ce sont des radicaux. Les démocrates sont des radicaux dans ce domaine. Et son colistier, horrible choix pour notre pays, parce qu'il est vraiment décalé, son colistier pour vice-président dit que l'avortement à 9 mois ne pose pas de problème. Il a également dit que exécuter un bébé après la naissance, ce n'est plus de l'avortement puisque le bébé est né. Et ça ne me pose pas de problème, mais ça me pose problème. Voilà pourquoi j'ai voulu ce vote. Pendant 52 ans, ils ont essayé de se débarrasser de Roe v. Wade. Ils ont essayé de donner la parole aux États, donner le pouvoir aux États. Et grâce à la force, au génie de 6 juges de la Cour suprême, eh bien, nous avons été en mesure de le faire. Eh bien, je crois qu'il est important d'avoir des exceptions pour le viol, l'inceste et la santé de la mère. Reagan avait fait, 85% des républicains sont d'accord, il faut des exceptions, c'est très important. Mais nous avons pu faire passer cette décision et à présent, les États décident. Et pour la toute première fois, vous savez, c'est un sujet qui a déchiré notre pays, qui a déchiré notre pays pendant 52 ans. Tous les universitaires, juridiques, tous les libéraux, les conservateurs, etc., tout le monde voulait remettre ce sujet sur la table et voulait que les États puissent prendre les décisions. Dans l'Ohio, le vote a été plutôt libéral. Dans le Kansas, le choix a été libéral, bien plus libéral qu'on aurait pu l'imaginer. Mais au moins, chaque État peut choisir. C'est le peuple qui décide, ce n'est plus au niveau fédéral. J'ai vraiment rendu un grand service au pays. Ça demandait du courage et la Cour suprême a fait preuve de courage également. Je suis très reconnaissant envers les 6 juges de la Cour suprême. Il n'y a aucun État dans lequel il est légal et autorisé de tuer un enfant après sa naissance. Madame Harris, si vous voulez répondre. Comme j'ai dit, vous allez entendre beaucoup de mensonges aujourd'hui. Alors, reprenons les choses depuis le début. Donald Trump a choisi lui-même 3 membres de la Cour suprême car il avait l'intention de renverser Roe v. Wade. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et dans plus de 20 États américains, il y a aujourd'hui des interdictions d'avortement de Trump. Ce qui signifie qu'un médecin ou une infirmière sera poursuivi en justice si elle ou ils aident une personne à avorter. Et bon, vous parlez d'exception pour le viol et l'inceste. Vous imaginez ce que cela signifie? Une survivante d'un viol ou d'un inceste ne peut plus aujourd'hui décider ce qui sera décidé sur leur corps. Et ça, c'est complètement immoral. Aujourd'hui, il ne faut pas abandonner sa foi et ses croyances pour comprendre que le gouvernement n'a pas à dire à une femme quoi faire de son corps. Moi, j'ai parlé avec des femmes dans notre pays. Vous avez parlé de ce que veut le peuple. Vous pensez que des femmes enceintes qui ont besoin d'aide veulent craindre d'aller en prison et doivent se retrouver à avorter sur un parking? C'est ça que le peuple veut? Des jeunes filles de 12 à 13 ans qui ont vécu un inceste, qui doivent accoucher d'un enfant? C'est pas ça qu'elles veulent. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que quand le Congrès adopte ce projet de loi, en tant que président des États-Unis, je vais la signer, faire en sorte que Roe v. Wade soit rétabli. Mais, croyez-moi, si Donald Trump est réélu, il va signer une interdiction de l'avortement national. En 2025, il y aura une interdiction de l'avortement et vous serez contrôlés. Vos
vous serez contrôlé partout. Et je pense que vous avez besoin de la liberté de décider de votre corps. Merci, madame. Et c'est reparti avec les mensonges. Pas besoin de signer une interdiction, pas besoin puisque nous avons obtenu ce que tout le monde voulait. Les démocrates, les républicains, tout le monde. Et tous les experts juridiques voulaient que la décision appartienne aux États. Et les États votent. Alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais pendant 52 ans, ce sujet a déchiré notre pays. Et tout le monde voulait que le pouvoir appartienne aux États. Et j'ai fait quelque chose que personne ne pensait possible. Aujourd'hui, les États décident. Ce qu'elle dit est tout simplement du mensonge. Et concernant l'interdiction de l'avortement, non, je ne suis pas en faveur d'une interdiction de l'avortement, mais peu importe, puisque ce sujet appartient aujourd'hui aux États. Est-ce que vous opposeriez votre veto? Je n'aurai pas besoin. Deux choses. Premièrement, elle dit qu'elle reviendra au Congrès, mais elle n'aura jamais les voix. C'est impossible pour elle d'obtenir suffisamment de voix, en particulier aujourd'hui, avec une division à 50-50 entre le Sénat et la Chambre. Elle n'obtiendra pas ses votes. Elle ne peut pas avoir ses votes. Elle est loin d'avoir les votes. Ça me rappelle quand ils ont parlé de l'annulation des dettes étudiantes, et c'était une catastrophe. La dette des étudiants. Elle et son patron, si on peut appeler ça un patron, elle passe son temps à la plage, mais son patron a dit « Oh, on va refaire ça, on va annuler la dette différemment ». Ça a été rejeté à nouveau par la Cour suprême. Alors, tous ces étudiants ont été trompés, entre guillemets. Et ils ont perdu, et il y a des millions et des millions de personnes qui ont dû payer ou rembourser leur dette étudiante. C'était injuste. Donc, ils en ont parlé de la même manière qu'ils parlent de l'avortement. Oui, mais est-ce que vous pourriez nous répondre par oui ou par non? Votre candidat à la vice-présidence a dit que vous le opposeriez votre veto. J'en ai pas parlé avec JD, et pour être tout à fait honnête, peu importe s'il a une opinion spéciale. Vous savez, nous n'avons pas besoin de parler de ce sujet, parce qu'elle n'obtiendra jamais ça, comme elle n'a pas pu obtenir l'annulation de la dette des étudiants. Ils étaient loin d'atteindre cet objectif. Ils ont essayé de tenter beaucoup de jeunes endettés, mais ils n'ont jamais pu avoir une approbation. Donc peu importe ce qu'elle dit sur le retour au Congrès, c'est formidable, allez, on va au Congrès, c'est parti, on y va. Mais le fait est que pendant des années, ils ont essayé de ressortir ça du Congrès et du gouvernement fédéral, et on a fait quelque chose que tout le monde pensait impossible. Et aujourd'hui, le peuple vote sur l'avortement. Madame Harris, je voudrais vous donner le temps de répondre, mais est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous pourriez soutenir le moindre restriction aux droits de reproduction des femmes? Je suis tout à fait pour rétablir la protection de Roe v. Wade. Et comme vous l'avez dit à juste titre, aux États-Unis, il n'y a aucun État où une femme accouche et puis demande un avortement. Ça n'est jamais arrivé et c'est insultant de le prétendre. Je veux revenir sur cette interdiction de l'avortement de Donald Trump. Il y a des couples et des familles qui rêvent d'avoir une famille, mais ils ne peuvent pas avoir de traitement FIV. Et puis, il y a des familles qui ont 2 ou 3 emplois, qui n'ont pas assez d'argent pour avoir des soins de santé et qui doivent aller dans un autre État, parfois prendre l'avion, être à côté assis d'un inconnu pour justement pouvoir avoir ces soins. Imaginez ce que traversent ces femmes. Imaginez ce que vous leur faites subir. Et la majorité des Américains pensent que les femmes ont le droit de décider de leur propre corps. Et c'est pour ça que dans chaque État, quand cette question a été mise sur la table, que ce soit des États républicains ou démocrates, ils ont voté pour la liberté. Oui, il faut que je réponde. Un autre mensonge, c'est un autre mensonge. J'ai été leader pour la FIV, le traitement contre l'infertilité, etc. Vraiment. Et quand il y a eu une décision très négative sur la FIV aux tribunaux dans l'Alabama, j'ai vu le peuple d'Alabama et les législateurs 2 jours plus tard qui ont voté. J'étais vraiment un leader, un promoteur de ça. Ils le savent, tout le monde le sait. Je suis un promoteur des traitements pour la fécondité et pour la FIV. Est-ce qu'elle va autoriser un avortement à 8 mois, 7 mois, 9 mois?
Pourquoi ne pas lui poser cette question? C'est ça le problème. Est-ce que vous le feriez? Parce que Pourquoi vous sous posez la Roe v. question? Wade, eh bien, il était possible d'avorter à 7 mois, 8 mois, 9 mois, et probablement après la naissance. Regardez ce qu'a fait l'ancien gouverneur de Virginie. L'ancien gouverneur de Virginie a dit, on met de côté le bébé et ensuite on détermine ce qu'on va en faire. Merci. Alors passons à l'immigration et la sécurité aux frontières. Nous savons que c'est une question d'importance pour les républicains, pour les démocrates, pour tous les électeurs. Madame Harris, le président Biden vous avait demandé de regarder ce qu'il en était des causes profondes de l'immigration provenant d'Amérique centrale. Nous savons que les chiffres ont été les plus élevés dans l'histoire des États-Unis pendant la période du mois de juin. Nous savons que les chiffres ont chuté depuis, mais ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement a attendu seulement 6 mois avant les élections pour faire quelque chose? Est-ce que vous auriez pu faire quelque chose? Est-ce que vous auriez souhaité agir différemment? Je suis la seule personne ici qui a poursuivi en justice une organisation criminelle pour justement le trafic d'armes à feu et d'êtres humains. Le Congrès des États-Unis, notamment certains des membres les plus conservateurs du Sénat, ont proposé un projet de loi à ce sujet et j'étais en faveur de ce projet. Il y aurait eu 50 000 agents frontaliers en plus, 15 000 agents frontaliers en plus, et cela nous aurait permis justement d'empêcher le franchissement de frontières d'illégaux. Et je sais que de nombreuses personnes sont touchés par la crise de fentanyl dans notre pays. Et grâce à ce projet de loi, on aurait pu justement traduire en justice des organisations criminelles transfrontalières qui sont responsables de ce trafic d'êtres humains, de drogue et d'armes à feu. Mais qu'a-t-il fait, Donald Trump? Il nous a dit d'annuler ce projet de loi. Pourquoi? Parce qu'il préfère profiter de ce problème pour se faire élire plutôt que de le régler. Et nous sommes à un moment où le peuple américain a besoin d'une dirigeante qui trouve des solutions, qui s'attaque aux problèmes actuels. Mais Donald Trump, lui, préfère en profiter pour se faire élire. Et il va beaucoup parler de l'immigration aujourd'hui, même quand le sujet n'est pas abordé. Et aujourd'hui, moi, je vous invite justement à assister et à voir les rassemblements de Donald Trump. Parce que dans ces cas-là, il parle de Hannibal Lecter, il parle de sujets qui n'ont rien à voir avec l'immigration. Et je vois des personnes, des partisans qui quittent ces rassemblements parce qu'ils en ont marre, ils sont épuisés. Et il y a une chose dont ils ne parlent jamais, c'est de vous, de vos rêves, de vos aspirations. Et moi, je pense que vous méritez une présidente qui vous donne la priorité. Merci, madame. Sur cette question, est-ce que vous voulez bien répondre, Monsieur le Président? Pourquoi est-ce que vous avez essayé d'annuler ou de torpiller ce projet de loi? Indique que les gens commençaient à partir de mes rassemblements. Les gens ne vont même pas à ces rassemblements. Et les gens qui vont dans ces rassemblements sont acheminés par bus et sont payés. Donc elle ne peut pas vraiment parler des rallyes, des rassemblements. Les gens ne parlent pas de mes rallyes. On a les plus grands rassemblements, c'est les plus beaux, les plus extraordinaires rallyes de l'histoire de notre pays, parce que les gens veulent retrouver leur pays. Notre pays est en train de disparaître. Nous sommes une nation en déliquescence et ça a commencé il y a 3 ans et demi. Ce qui se passe ici, on va finir avec une 3e guerre mondiale pour parler d'un autre sujet. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et ces millions de personnes d'envers notre pays, regardez ce qui s'est passé dans les petites villes dans tous les États-Unis. Beaucoup de petites villes, pas Aurora ou Springfield, mais beaucoup d'autres villes. Beaucoup de villes ne veulent même pas en parler parce qu'elles ont honte. Honte de la situation. À Springfield, eh bien, ils mangent des chiens. Ils mangent des chiens. Ils mangent des chats. Les gens qui arrivent. Ils mangent les animaux de compagnie des habitants. Voilà ce que font ces immigrés. Voilà ce qui arrive dans notre pays et c'est une honte. Quant au rassemblement, quant au rallye, les gens viennent me voir parce qu'ils aiment ce que je dis. Ils veulent retrouver notre pays. Ils veulent que les États-Unis retrouvent leur grandeur. Redonner sa grandeur aux États-Unis, voilà mon slogan. Si elle devient présidente, ce pays n'a aucune chance de s'en sortir. Non seulement de s'en sortir, mais on va finir comme le Venezuela, où le Venezuela a un petit peu dopé. Alors, attendez, vous avez évoqué Springfield, Ohio. Nous avons cherché
cherché à contacter les autorités là-bas. Il nous a dit que personne n'avait de traces fiables de ce que les animaux de compagnie avaient été Les gens à la touchés. télé ont dit « Ah, mon chien a été enlevé et mangé ». Alors, peut-être que c'est une bonne chose de le dire pour un manager, mais moi je parle des gens qui moi, disent je vous que leurs parle chiens de ont ce que été dévorés m'ont dit par, les autorités. Ces envahisseurs. Encore une fois, les autorités de la ville nous disent qu'il n'y a pas de On verra preuves. bien. Si vous voulez répondre, Madame Harris. On parle d'extrême, là. Bon, je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle, dans cette élection, il y a 200 républicains qui me soutiennent. Ils ont travaillé avec le président Bush, Mitt Romney et John McCain. Et j'ai aussi le soutien de Dick Cheney, l'ancien vice-président, et et Liz Cheney, membre du Congrès. Et si vous voulez vraiment comprendre qui est l'ancien président, si ce n'était pas déjà assez clair, eh bien demandez aux personnes qui ont travaillé avec lui. Par exemple, un général 4 étoiles, son ancien chef d'équipe, eh bien, a beaucoup de choses à dire. L'ancien conseiller de la sécurité dit qu'il est dangereux et qu'il n'est pas apte. Et d'autres disent que la République ne pourrait jamais survivre à un autre mandat de Trump. Et quand on entend ces récits, et quand on prend en compte les questions qui touchent le peuple américain, on voit que ces questions ne sont pas abordées. C'est clair. Monsieur Trump, vous avez une minute. Merci. Vous savez, moi je suis une personne différente. J'ai renvoyé à bon nombre de ces personnes. Pas très gracieusement, hein, elles avaient fait du mauvais travail, je les ai virées. Les démocrates n'ont jamais viré qui que ce soit. Ils n'ont viré personne qui a travaillé sur l'Afghanistan, les talibans et les 13 personnes qui ont été tuées violemment. Et moi, je connais les parents, les proches. Ils n'ont renvoyé personne. Ils auraient dû virer tous ces généraux, toutes ces personnes importantes, parce que ça a été vraiment un exemple d'incompétence. Le pire exemple d'incompétence qu'on ait jamais vu. Donc, lorsqu'une personne fait du mauvais travail, moi, je les vire. Regardez Asper, qui n'était pas bon. Je l'ai viré. Alors, il écrit un bouquin. Un autre écrit un bouquin. Parce que grâce à moi, ils peuvent écrire des livres. Mais ils ont vraiment fait du très mauvais travail. Les démocrates ont fait du très mauvais travail et ils n'ont jamais viré qui que ce soit. Regardez l'économie, regardez l'inflation. Ils n'ont renvoyé aucun de leurs économistes. Voilà comment ne pas avoir des personnes qui écrivent des livres sur vous. Mais pour conclure, j'ai reçu plus de votes que tout républicain de l'histoire, et de loin. D'ailleurs, j'ai gagné plus de votes que tout président en fonction dans l'histoire des États-Unis, et de loin. Alors, poursuivons sur l'immigration que vous vouliez évoquer tout à l'heure. Revenons-en à votre proposition d'expulsion et à laquelle la vice-présidence a déjà répondu. Monsieur Trump, vous avez parlé d'une plus grande opération d'expulsion au monde. Vous avez parlé d'impliquer la garde nationale, d'utiliser les forces armées. La police, mais comment expulser 11 millions de clandestins? Je crois que vous considérez que le chiffre est plus élevé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça pourrait marcher? Est-ce qu'il y aurait les autorités iraient de porte à porte? Oui, le chiffre est bien plus élevé à cause des démocrates qui ont permis à des criminels, des millions et des millions de criminels, des terroristes même, des petits délinquants, des gens qui ont des trafiquants de drogue qui ont pu rentrer dans notre pays, qui sont aujourd'hui aux États-Unis. Et le Venezuela leur dit « Ne revenez pas, sinon on va vous tuer ». Vous savez que le taux de criminalité au Venezuela et le taux de criminalité dans tous les pays du monde baisse. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce que les criminels ne sont plus dans leur rue. Les criminels sont aux États-Unis. Ce serait la plus grande erreur pour eux de permettre à ces criminels de revenir dans leur pays. Ils se disent « Oh, les criminels vont voter pour moi », mais ça vaut pas le coup, parce que ces criminels détruisent le tissu même de notre pays. On n'a jamais vu quoi que ce soit comme ça. Ces criminels ont détruit le tissu de notre pays. Des millions de personnes qui ont pu arriver dans notre pays. Et dans le monde entier, le taux de criminalité baisse, sauf aux États-Unis. Ici, le taux de criminalité explose, malgré les déclarations erronées que les démocrates font. Les taux de criminalité explosent. Et nous avons une nouvelle forme de criminalité, la criminalité des migrants, avec des niveaux jamais atteints auparavant. Monsieur Trump, comme vous le savez, le FBI dit que, en fait, la criminalité décline
C'est une fausse déclaration. Ils n'ont pas inclus les pires villes. Ils n'ont pas inclus les villes avec les pires taux de criminalité. C'était vraiment de la fraude. Comme les 818 000 emplois créés, c'était de la fraude. Merci, Monsieur Trump. Madame Harris, si vous voulez répondre. Waouh, c'est fort. C'est fort de la part de quelqu'un qui est à repris de justice. Pour des crimes économiques, notamment quelqu'un qui a été accusé, condamné pour agression sexuelle et qui aussi devra encore être condamné après novembre. Et ici encore, il faut comprendre qu'il est essentiel de respecter la loi et d'appliquer la loi. L'ancien vice-président a parlé de retirer le financement 45 000 agents, alors qu'il avait été accusé sur 45 chefs d'accusation. 34, chefs d'accusation. Alors, il est temps maintenant de passer à autre chose, de passer à un autre chapitre et laisser derrière nous ces rengaines. Il faut maintenant s'attaquer aux vrais problèmes, à la pénurie de logements, par exemple, pour laquelle j'ai un plan, et de soutenir les petites entreprises, de lutter contre l'augmentation du prix des denrées alimentaires. Le peuple américain en a marre de cette rengaine. Merci, madame. Toutes ces affaires ont été lancées par les démocrates contre un adversaire politique et je gagne devant les tribunaux et je vais gagner les autres en appel. Et on a vu les décisions qui viennent d'être publiées par la Cour suprême. Je remporte la plupart de mes procès. Mais c'est tout simplement de l'arsenalisation judiciaire qu'ils font. Ils sont en train d'arsenaliser la branche judiciaire. Toutes ces affaires avaient un rapport avec le responsable judiciaire d'Atlanta, etc. Le procureur général de New York, toutes ces affaires. Et ensuite, ils disent « Oh, c'est un criminel, c'est un repris de justice. » Mais c'est eux qui me lancent des attaques. Et d'ailleurs, Joe Biden a été reconnu coupable pour l'affaire des documents. Et qu'est-ce qui s'est passé pour mon affaire liée aux documents? Ils ont dit « Oh, c'est vraiment une grosse affaire. » Et en fait, ça a été d'une victoire. Il y a 2 mois, ça a été débouté. C'est de l'arsenalisation, ils s'en servent et on n'a jamais vu ça dans le pays. Ils essayent de faire ça pour remporter une élection, mais ce sont des fausses affaires. Merci, Monsieur Trump. Madame Harris, si vous voulez répondre rapidement sur l'instrumentalisation de la justice. Encore une fois, on va dans les extrêmes. Il faut comprendre le contexte de ces élections. La Cour suprême des États-Unis a déclaré que le président serait immunisé de toute faute grave s'il se présentait à la présidence. On parle ici d'une personne qui a dit, je cite, qu'elle allait mettre un terme à la Constitution, qu'elle allait justement arsenaliser le ministère de la Justice pour attaquer ses ennemis. Il faut bien comprendre ce que cela signifierait pour les États-Unis si Donald Trump se retrouve à la présidence sans garde-fou. Parce que c'est au peuple américain de Merci, l'arrêter. Madame Harris, dans votre... C'est eux qui arsenalisent le système judiciaire, ce n'est pas moi. À cause de ce qu'ils ont dit sur moi, j'ai failli être assassiné. Ils ont dit que j'étais une menace contre la démocratie. C'est eux la menace contre la démocratie avec leur enquête sur la Russie qui a mené nulle part. Oui, alors, nous avons encore beaucoup de sujets. Lindsay? Oui, Madame Harris, à votre dernière campagne, vous aviez parlé de vouloir interdire la fracturation hydraulique, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Vous aviez proposé de décriminaliser la traversée des frontières. Maintenant, vous êtes plus ferme. Je sais bien que vous nous dites que vos valeurs n'ont pas changé. Alors pourquoi est-ce que vos politiques ont tant changé? En effet, mes valeurs n'ont pas changé. Et je vais mentionner tous les éléments que vous avez mentionnés. Je vais parler de la fracturation hydraulique parce que nous sommes en Pennsylvanie. Je n'ai pas interdit la fracturation hydraulique, je n'ai pas dit que j'allais l'interdire. Il y avait un vote serré sur l'Inflation Reduction Act et aujourd'hui, je pense qu'il faut investir dans des sources variées d'énergie pour ne plus dépendre du pétrole étranger.
nous avons eu la plus grande augmentation de production de pétrole domestique dans l'histoire parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous ne pouvons plus dépendre des importations de pétrole. Évidemment, un enfant de classe moyenne qui a été élevé par une mère qui travaillait dur, j'ai des valeurs que je partage avec beaucoup de personnes. 400 millions de dollars sur un plateau d'argent, ça, c'est pas la valeur que j'ai. Et ici, avoir plus de 3 millions de logements, c'est ça mon objectif pour mon premier mandat. Quand j'étais à l'école, j'avais une amie qui a été victime de violences sexuelles de son beau-père. Donc, à partir de là, j'ai su que je voulais aider les victimes de violences. Je veux aider les plus vulnérables. Je veux les défendre. Ma mission, c'est de protéger, notamment Medicare. C'est d'aider les plus âgés pour qu'ils ne soient pas escroqués. Mes valeurs n'ont jamais changé. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'assurer que la nouvelle présidente ait ces valeurs qui visent justement à aider les citoyens à prospérer et ne pas les rabaisser. Parce que une vraie dirigeante, c'est une qui comprend qu'on peut les aider à s'élever plutôt que de les rabaisser. Monsieur Trump, une réponse? Déjà, on m'a pas donné 400 millions, j'aurais bien aimé. Mon père est né de Brooklyn, j'ai eu un formidable père qui m'a beaucoup appris, mais moi, on m'a donné une petite fraction de cette richesse, et je m'en suis servi pour créer des milliards et des milliards de dollars. Et lorsque les gens voient mon succès, ils sont surpris. Alors, il faudrait qu'on parle de ça. Contre la fracturation hydraulique, elle est contre depuis 10 ans. Démanteler la police. On entend parler depuis longtemps. Elle a tout abandonné. Elle a tout abandonné, à tort d'ailleurs, et tout le monde rigole. C'est une girouette. Elle a tout simplement 12, 14, 15 revirements politiques. Au début, elle voulait démanteler la police. Dans le Minnesota, un instant, je parle, si vous voulez bien. Vous vous souvenez de cette réplique? Elle est arrivée dans le Minnesota et elle voulait permettre aux criminels qui ont tué des personnes, qui ont incendié Minneapolis, elle a voulu lever des fonds pour les libérer de prison. Elle a fait des choses que personne n'aurait cru possible. À présent, elle veut permettre des opérations sur les personnes transgenres, libérer des criminels de prison. Elle veut confisquer vos armes à feu et elle ne va jamais autoriser la fracturation hydraulique en Pennsylvanie. Si elle remporte l'élection, eh bien là, vous pourrez dire au revoir au fracking en Pennsylvanie. Une chose très importante. Grâce à moi, l'industrie pétrolière a explosé. Lorsque les démocrates ont repris le pouvoir, ils se sont débarrassés de ce succès. Et les prix ont explosé. Immédiatement, ils ont inverser la tendance. On parle d'il y a 3 ans et demi. Ils ont fini par changer d'avis et ils ont appliqué mes politiques parce qu'ils n'ont pas eu le choix. On voyait le prix à la pompe qui explosait, qui doublait, qui quadruplait. Donc ils se sont dit on retourne aux politiques de Trump. Mais si elle remporte l'élection le jour d'après, eh bien ils vont à nouveau détruire notre pays et le pétrole disparaîtra, les carburants fossiles vont disparaître. On va trouver simplement des éoliennes et des panneaux solaires où il faut tout un désert pour avoir assez d'énergie. Vous avez déjà vu des panneaux solaires? Moi j'adore, mais ça prend vraiment beaucoup de place. 500 hectares de désert, ce n'est pas bon pour l'environnement. Monsieur Trump, nous avons beaucoup de sujets à évoquer. Merci Lindsay. Alors, l'élection aura lieu dans 56 jours. Je voulais évoquer le transfert de pouvoir qui est prévu dans la Constitution, dans une démocratie, le rôle du président en temps de crise. Le 6 janvier, Monsieur le Président, vous aviez dit à vos partisans de se diriger sur le Capitole, que vous les soutiendriez, qu'il y avait donc des policiers qui ont été attaqués. On nous dit que vous avez suivi tout cela à la télé, qu'il avait fallu plus de 2 heures avant que vous n'envoyiez ce message vidéo pour dire à vos soutiens de rentrer chez eux. Est-ce qu'il y a la moindre chose que vous regrettiez? J'ai dit pacifiquement et patriotiquement. J'ai dit pacifiquement et patriotiquement. Allez-y. Et
personne n'a été tué. Ashley Babbitt a été tué par un officier de police hors de contrôle qui n'aurait jamais dû lui tirer dessus. C'était une honte. Mais ce groupe de personnes qui a été très maltraité, j'ai demandé, et qu'en est-il de toutes les personnes qui envahissent notre pays et qui tuent d'autres personnes? Ces personnes que Kamala Harris autorise à venir. C'était Madame Frontière, vous savez. Elle voulait pas qu'on l'appelle Madame Frontière parce qu'elle a honte de ce qui se passe à la frontière. Elle l'a dit au tout début, elle a dit « Oh, je suis surprise que vous n'ayez pas encore parlé de la frontière ». C'est parce qu'elle sait à quel point elle a fait du mauvais travail à la frontière. Alors qu'en est-il de ces personnes? Quand vont-ils être traduits en justice? Quand est-ce que ces personnes qui viennent de pays d'Amérique latine et autres, ces personnes qui viennent du monde entier, David, ces personnes viennent du monde entier et les taux de criminalité baissent dans le reste du monde. Mais quand est-ce qu'un de ces envahisseurs va être traduit en justice? Quand est-ce que les personnes qui ont incendié Minneapolis vont être traduites en justice? Ou à Seattle? Ils ont pris une grande part de la ville de Seattle. Quand est-ce que ces personnes vont être présentées devant les tribunaux? Vous pouvez lui poser cette question. Écoutez, c'était vous le président, vous suiviez tout cela à la télé, c'est une question très précise. Alors qu'une nouvelle élection s'annonce, est-ce que vous regrettez la moindre chose de ces faits de ce jour-là? Je n'avais rien à voir avec ça. J'ai tout simplement prononcé un discours. Je suis venu prononcer un discours, j'ai dit je pense que ça va être une grande affaire. Je suis allé voir Nancy Pelosi et la maire de Washington, et c'était écrit d'ailleurs. J'ai dit, vous savez, ça va être un gros rallye, un gros rassemblement, appelez ça comme vous voulez, et je ne suis pas responsable, c'est les autres qui l'ont organisé. J'ai dit, j'aimerais bien vous donner 10 000 personnes de la garde nationale ou autres, et Nancy Pelosi a refusé cette proposition, cette offre. Il y a 2 semaines, sa fille a montré une vidéo où elle dit qu'elle est responsable à 100% de ce qui s'est passé. Ils ont essayé de se débarrasser de cette vidéo. Ça ne se serait jamais passé comme ça si Nancy Pelosi et le maire de Washington avaient fait leur travail. Je n'étais pas responsable de la sécurité, c'est Nancy Pelosi qui était responsable de la sécurité. Elle n'a pas fait son travail. Je vous posais la question à propos de vous-même, président, pas de Madame Pelosi. Madame Harris, voulez-vous répondre? J'étais au Capitole le 6 janvier. J'étais aussi à l'époque la vice-présidente et une sénatrice. Et ce jour-là, le président des États-Unis a encouragé les hordes de partisans à attaquer le Capitole, de désacraliser le Capitole. Ce sont 140 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés. 4 sont décédés. Et l'ancien président a justement été destitué, ou a failli être destitué à cause de ça. Et rappelons-nous de Charlottesville. Encore une fois, des émeutiers torches à la main. Et qu'a dit le président à l'époque? Il a dit que c'était après tout, des personnes tout à fait normales de chaque camp. Et qu'a dit le président à l'époque? Il a dit restez de côté. Et quand il y avait les milices des Proud Boys, il a dit ne faisons rien, regardons-les. Il ne faut pas, évidemment, se pencher sur le passé, il faut se pencher vers l'avenir. Et il faut ici défendre notre pays, notre démocratie et surtout l'état de droit. Il faut mettre un terme à ce chaos. Il faut mettre un terme à cette approche qui consiste à attaquer les fondements de notre démocratie parce qu'on n'est pas satisfait des résultats. Pendant cette élection, Donald Trump a dit qu'il y aurait un bain de sang si les résultats de cette élection ne lui plaisent pas. Tournons la page. Avançons. Et justement, traçons la voie vers l'avenir. Est-ce que je peux rebondir? Je n'ai pas dit ces mots-là, je parlais de l'énergie parce qu'ils ont détruit notre activité énergétique. Voilà ce que je voulais dire pour la question du bain de sang. Pour Charlottesville, cette histoire a été corrigée. Sean Hannity, les différents journalistes ont couvert cet événement. Et c'était vraiment parfait. Tout a été corrigé par les journaux. Mais elle continue de parler de cette histoire comme elle continue de parler de 2025.
On parle du Capitole. Alors pourquoi est-ce qu'on permet à ces millions de personnes d'envahir notre pays depuis le sud? Et je vais vous dire ce que je ferai, et je serai très fier de le faire. Je dirais... On peut clore le débat. J'aimerais que Kamala Harris aille à Washington et organise ce débat parce qu'on perd du temps ici. Qu'elle aille à Washington ici, parce que vraiment elle est très très mauvaise en débat. C'est une catastrophe. Qu'elle aille à Washington et qu'elle signe une voie pour fermer la frontière parce qu'ils ont le droit de le faire. Ils n'ont pas besoin de loi particulière. Le président des États-Unis, vous le sortez du lit, vous le réveillez à 4 heures de l'après-midi et vous lui dites allez au bureau, au travail et on signe cette décision. Tout ce qu'il a à faire, c'est signer un décret pour fermer la frontière. Ces personnes qui envahissent notre pays tuent des millions de personnes, beaucoup plus que le 6 janvier. Monsieur le Président, alors on a parlé d'immigration déjà. Je voudrais passer au sujet suivant, la question de la vérité à notre époque. Monsieur le Président, en 3 ans et demi après la perte des élections de 2020, vous avez répété faussement que vous aviez gagné par un raz de marée. Vous nous avez dit dans les dernières semaines que vous aviez raté de peu. J'ai dit ça? Est-ce que vous dites maintenant que vous aviez perdu en 2020? Non, je ne reconnais pas. C'était sarcastique. J'ai dit, oh, on a perdu d'un poil. Non, c'était sarcastique. Toutes les preuves sont disponibles. Vous n'avez qu'à les regarder. Et ça aurait dû être renvoyé aux différentes législations. 75 millions de votes, la plus belle victoire. On me dit que j'en ai eu 63, c'est ce que j'ai eu en 2016. On ne peut pas être battu. On a besoin de 2 choses. On a besoin d'un mur, il le faut. On a besoin de frontières et on a besoin de bonnes élections. Nos élections sont mauvaises. Et beaucoup de ces migrants sans papier ils essaient de leur donner le pouvoir. Ils ne savent même pas parler anglais, ils ne savent même pas dans quel pays ils sont. Et les démocrates essaient de leur donner le droit de vote. Voilà pourquoi ils leur permettent d'envahir notre pays. Alors, j'ai regardé tous ces films. Je dois dire que moi, j'ai pas entendu le ton un peu sarcastique lorsque vous avez dit perdu d'un poil. Vous avez entendu tous les procès. Aucun juge ne s'est pensé sur ça. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas la juridiction pour le faire. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de base. Et c'était toujours des points techniques. Imaginez un système où où le président des États-Unis n'a pas suffisamment d'arguments ou n'a pas le droit d'avoir accès à ces tribunaux. Vous devriez faire une émission spéciale. Je vais vous montrer la Géorgie et je vais vous montrer le Wisconsin, je vais vous montrer la Pennsylvanie. On a beaucoup de faits, beaucoup de statistiques qui prouvent qu'on a gagné. Mais peu importe, il faut résoudre le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Ça, c'est l'histoire ancienne. Et le problème qui nous concerne aujourd'hui, c'est le fait que notre nation est en déclin à cause des démocrates. Notre nation est en train de mourir, David. Merci, Monsieur le Président. Madame Harris, vous avez entendu Monsieur Trump, il a dit qu'il n'avait pas raté d'un poil. Il est donc encore convaincu qu'il n'a pas perdu cette élection, que le président Biden et vous-même avez remporté. Mais je voulais vous poser une autre question qui fait écho à ce qui s'est dit depuis quelques jours par rapport à l'élection qui arrive. Il a dit, lorsque j'aurai gagné, tous ceux qui ont triché, et il donne toute une liste de noms, seront poursuivis impitoyablement et ça débouchera sur des longues durées en prison. Vous nous avez dit, ou les agents de votre équipe de campagne disent, nous ne laisserons pas intimider par Donald Trump. Donald Trump a été viré par 81 millions de personnes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et je sais qu'il a eu du mal à le comprendre. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir un président des États-Unis qui, comme il l'a fait par le passé, va essayer de ne pas permettre aux électeurs de choisir librement. Lorsque j'étais vice-présidente, j'ai rencontré beaucoup de personnes, de personnalités, et les dirigeants du monde se moquent de Donald Trump. Et il y a beaucoup de personnes, même celles qui ont travaillé avec vous, disent que vous êtes une honte. Et quand vous parlez de cette façon dans un débat présidentiel, et ensuite vous
niez. Vous niez notamment ces procès que vous avez perdus, tout comme vous avez perdu cette élection. Ça donne l'impression que peut-être le candidat à ma droite n'a pas le bon tempérament, n'a pas la capacité à comprendre des faits simples. Et ça est un petit peu perturbant. Je pense que vous méritez mieux. 1 minute pour répondre. Oui, Viktor Orban, l'un des hommes les plus respectés. Il est fort, il est solide, c'est un dur, il est intelligent. Premier ministre de Hongrie. Ils ont demandé pourquoi est-ce que le monde explose. Il y a 3 ans, c'était pas comme ça. Pourquoi le monde explose, le monde est à feu et à sang? Eh bien, il a dit c'est parce qu'il faut retrouver Trump. Il faut que Trump redevienne président. La Chine avait peur, tout le monde avait peur de lui. J'aime pas parler de peur, mais je ne fais que le citer. La Chine avait peur de Trump. La Corée du Nord avait peur de Trump. Regardez ce qui se passe avec la Corée du Nord. Il a dit la Russie avait peur de lui. Moi, j'ai mis un terme au pipeline Nord Stream, mais Biden l'a réouvert dès le premier jour. Mais c'était le pipeline Excel dans notre pays et il y a mis un terme. Mais il a permis aux Russes de construire un pipeline dans l'Europe pour arriver jusqu'en Allemagne, le plus grand pipeline du monde. Viktor Orban l'a dit. Il a dit que la personne la plus respectée, la plus crainte, c'était Donald Trump. On n'avait pas de problème lorsque Trump était président. Mais lorsque cet homme faible et pathétique que vous avez vu au dernier débat il y a quelques mois, il avait 14 millions de votes, parlait d'une menace à la démocratie. Il a reçu 14 millions de votes et ils l'ont viré de la Maison-Blanche, entre guillemets. Et je peux vous dire que Biden a horreur de Kamala Harris. Il la déteste. 14 millions de votes. Ils l'ont virée. Elle a eu aucun vote à la primaire. Et surtout, vous voyez qu'elle dirige, au présent, elle est pratiquement au pouvoir, mais je crois que nous, on va très bien s'en sortir. Passons à la guerre entre Israël et Hamas et les otages qui sont encore retenus, y compris des Américains. Madame Harris, vous avez dit en décembre, Israël a le droit de se défendre, mais il faut voir comment. Le droit international doit être respecté, les Israéliens doivent protéger les innocents. Vous avez dit ça il y a 9 mois de cela, il y a près de 40 000 personnes qui sont mortes depuis, tant et tant d'otages encore entre leurs mains. Le président Biden n'a pas réussi à briser l'impasse, à sortir de l'impasse. Comment est-ce que vous le feriez, vous ? Alors, souvenons-nous du contexte. Le 7 octobre, le Hamas, une organisation terroriste, a massacré 1200 Israéliens, des jeunes qui se rendaient à un concert. Des femmes ont été violées de manière horrible. Et évidemment, Israël a le droit de se défendre, c'est ce que nous ferions à leur place. Mais la façon dont ils se défendent est importante parce que il y a beaucoup trop de Palestiniens innocents qui meurent, des femmes, des enfants, des mères. Tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre un terme à cette guerre. Il faut le faire immédiatement. On a besoin d'un accord de cessez-le-feu et on a besoin de récupérer les otages. Et nous travaillons constamment et chaque jour pour y parvenir. Il faut trouver une solution à 2 États. Et pour cette solution, il faut que le peuple israélien vive en sécurité et que ce soit la même chose pour les Palestiniens. Et je vous assure que les Israéliens auront toujours la possibilité de se défendre, surtout en ce qui concerne l'Iran. Et c'est l'Iran et ses alliés posent une menace pour Israël. Nous devons reconstruire la bande de Gaza pour que les Palestiniens puissent y vivre en sécurité et qu'ils obtiennent l'autodétermination qu'ils méritent. Monsieur Trump, comment est-ce que vous négocieriez avec Netanyahou et le Hamas également pour sortir les otages et éviter que qu'il y ait plus de victimes innocentes? Si j'étais président, cette guerre n'aurait jamais commencé. Si j'étais président, la Russie n'aurait jamais, je connais très bien Poutine, n'aurait jamais, et il n'y avait aucune menace d'ailleurs pendant 4 ans, jamais envahi l'Ukraine et tué des millions de personnes, quand on fait le calcul, bien pire que ce que les gens savent. Mais elle a parlé d'Israël, et tout d'un coup, elle a horreur d'Israël. Elle déteste l'Israël. Elle n'a même pas voulu rencontrer Netanyahou lorsqu'il est allé faire un discours très important au Congrès. Elle a refusé d'être présente parce qu'elle était à une fête de sororité.
Elle déteste Israël. Si elle est présidente, je pense que Israël n'existera plus en 2 ans. Et je suis plutôt bon dans les prédictions, mais j'espère me tromper sur celle-ci. Elle déteste Israël. En parallèle, à sa manière, elle déteste les Arabes. Elle déteste la population arabe parce que toute la région va exploser. Des Arabes, des Juifs, Israël. Bon, ça va commencer en Israël, mais ça ne serait jamais passé comme ça. L'Iran n'avait pas d'argent sous Donald Trump. Et aujourd'hui, ils ont des milliards de dollars car ils ont levé toutes les sanctions que j'avais à imposer. L'Iran n'avait pas d'argent pour investir dans le Hamas, le Hezbollah ou les 28 différentes sphères de terreur. Et ce sont des sphères de terreur, de la terreur absolue. Ils n'avaient pas d'argent. C'était une grande histoire. Vous le savez, vous en avez très bien parlé. D'ailleurs, vous avez très bien couvert ce point. L'Iran n'avait pas d'argent pour financer le terrorisme. Ils étaient ruinés. À présent, l'Iran est une nation riche et ce qu'ils font, eh bien, c'est distribuer cet argent. Regardez ce qui s'est passé avec les Houthis au Yémen. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça ne se serait jamais produit. Moi, je vais régler la situation rapidement et surtout, je vais mettre un terme à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Si je suis président élu, eh bien, ce sera fait avant même mon investiture. Madame Harris, il nous dit que vous détestez Israël. Évidemment, ce n'est pas du tout vrai. Pendant toute ma carrière et pendant toute ma vie, j'ai soutenu Israël et le peuple israélien, il le sait. Encore une fois, il essaye de créer la division et de créer une distraction. Parce que la vérité, c'est que Donald Trump n'a pas une politique d'affaires étrangères suffisamment forte. Il veut être un dictateur et c'est même lui qui le dit. Nous savons tous et toutes qu'il peut faire tout ce qu'il veut, qu'il peut faire tout ce qu'il veut pour l'Ukraine. Il a dit que quand la Russie a envahi l'Ukraine, c'était fantastique. Il a échangé des lettres avec Kim Jong-un. Et tout ça, on le sait. On sait que ces dictateurs, ces autocrates vous soutiennent, ils veulent que vous soyez le nouveau président parce qu'ils savent qu'ils peuvent vous manipuler avec la flatterie et des faveurs. Et c'est pourquoi beaucoup de dirigeants m'ont dit que vous étiez une honte. Et c'est pourquoi nous comprenons que nous avons besoin d'un président qui a raison et qui a une bonne politique étrangère. Merci, Madame Harris. C'est à cause d'elle que la sécurité nationale est affaiblie parce qu'on a permis à 168 pays d'envoyer des criminels dans notre pays. Les taux de criminalité dans ces pays baissent. Poutine, d'ailleurs, a dit qu'il a soutenu. Et il a dit, j'espère qu'elle va gagner. Et je pense qu'il disait la vérité. Parce que il a les mains libres sous les démocrates. Les dirigeants des autres pays pensent que les démocrates sont faibles et incompétents. Et c'est vrai, ils sont manifestement incompétents. Et une question, pourquoi est-ce que Biden a supprimé le projet du pipeline Keystone et a approuvé le plus grand accord avec le Nord Stream 2, le plus grand pipeline jamais construit pour atteindre l'Allemagne et le reste de l'Europe? Eh bien parce qu'ils sont faibles, ils ne sont pas efficaces. Et à ce propos, Biden a payé beaucoup d'argent. Monsieur Trump, pardon, il nous reste encore beaucoup de sujets. Nous serons de retour dans quelques minutes pour la suite de ce débat. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, sur France Info pour la retransmission en direct de la deuxième partie du débat présidentiel d'ABC News. Regardez. Que si Poutine remporte la partie, il pourrait aller plus loin encore. Vous nous avez dit que vous l'avez dit tout à l'heure, que vous régleriez le problème en moins de 24 heures. Comment précisément? C'est une question très simple. Est-ce que vous voulez que l'Ukraine remporte la guerre? Je veux que la guerre s'arrête. Je veux sauver des vies qui ont été détruites, des millions de personnes qui sont mortes. C'est vraiment pire que les chiffres que vous avez, qui sont des faux chiffres. 250 milliards de dollars déjà dépensés parce qu'ils ne demandent pas à l'Europe qui est un grand bénéficiaire, de régler le problème. 150 milliards de dollars de moins parce que Biden et vous n'avez pas le courage de demander à l'Europe, comme je l'ai fait avec l'OTAN. Ils ont payé des milliards et des milliards, des centaines de milliards de dollars. Et j'ai dit, soit vous payez ou alors on ne va plus vous protéger.
C'est sûrement une des raisons pour lesquelles il m'aime plus moi plutôt que les faibles. Mais regardez ce qui s'est passé. 250 à 275 milliards. Eux, c'est 150 milliards. Ils devraient être forcés à égaliser ces financements. Évidemment, je souhaite mettre un terme à la guerre. Je connais très bien Zelensky, je connais très bien Poutine. J'ai une bonne relation avec ces deux personnes et qui me respectent moi, mais qui ne respectent pas Biden. Comment respecter Biden? Pour quelle raison il le respecterait? Il n'a même pas appelé Poutine en 2 ans. Il n'a parlé à personne. Il n'essaye même pas de communiquer. C'est une guerre qui est prête à être résolue. Je suis prêt à la résoudre avant même de devenir président. Si je remporte les élections, quand je serai président élu, ce que je vais faire, c'est que je vais parler à une personne, parler à l'autre personne, je vais les réunir autour d'une table. La guerre ne se serait jamais produite. Et quand j'ai vu Poutine après mon départ, malheureusement, notre pays est catastrophique maintenant, mais quand j'ai quitté mes fonctions, j'ai vu Poutine amasser des soldats et je lui ai dit, ou je me suis dit, il doit être en train de négocier, ça doit être une affaire de négociation. Eh bien non, ce n'était pas le cas, c'était pas pour négocier, parce que Biden ne savait pas comment parler à Poutine, il ne savait pas comment arrêter Poutine, et à présent, il y a des millions de personnes qui meurent, et la situation s'aggrave, et ça pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Vous savez, on joue avec le feu, et le président, on ne sait même pas où est le président. Où est notre président? On ne sait même plus où il est. Ils l'ont tout simplement jeté de la campagne comme un chien, on ne sait pas. Il est encore président? Notre président ne sait pas qu'il est en vie. Le temps est écoulé, mais je précise la question. Est-ce que vous considérez que c'est dans l'intérêt des États-Unis pour que l'Ukraine remporte cette guerre? Je pense que c'est dans l'intérêt de l'Ukraine de mettre un terme à cette guerre, négocier un accord, parce qu'il faut que ça s'arrête. Toutes ces vies humaines qui sont détruites. Je vais passer à Madame Harris, Madame la vice-présidente. Que pouvez-vous nous dire sur le soutien à l'Ukraine aujourd'hui? Et si vous étiez commandant en chef, comment est-ce que vous géreriez Monsieur Poutine? Pour commencer, il ne faut pas oublier que c'est moi la candidate, c'est pas Joe Biden. Je pense que Donald Trump dit que cette guerre serait terminée en 24 heures, c'est parce qu'à mon avis, il l'aurait abandonné. Mais c'est pas ça, c'est pas nous, les Américains. Nous n'abandonnons pas. J'ai eu une rencontre avec Zelensky quelques jours avant l'invasion par la Russie, en cette tentative de changer les frontières en violant les règles et les normes internationales, c'est-à-dire la souveraineté et l'intégrité territoriale. J'ai parlé avec le président Zelensky, j'ai fait part de nos renseignements pour qu'il puisse se défendre. Ensuite, j'ai été au flanc est de l'OTAN, en Pologne et en Roumanie. Et avec d'autres, nous avons rassemblé les représentants de 15 pays pour soutenir l'Ukraine. Et pour ça, et grâce à cette aide, grâce aux munitions, aux javelins, les tanks que nous avons fournis avec nos 50 alliés, eh bien, nous avons pu aider l'Ukraine. Si nous n'avions pas fait ça, et avec Donald Trump, eh bien, Poutine serait déjà à Kiev. Et ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est concernée. Il faut comprendre pourquoi les alliés européens et nos alliés de l'OTAN sont reconnaissants que vous ne soyez plus le président. Et nous comprenons l'importance de la plus grande alliance militaire au monde, l'OTAN. Ils savent ce que nous avons fait pour préserver la capacité de Zelensky et des Ukrainiens de se battre pour leur indépendance. Sans cela, Poutine serait déjà à Kiev et il serait déjà en train de regarder le reste de l'Europe, de regarder la Pologne. Et il faut voir avec quelle rapidité il pourrait agir. Et vous pensez que c'est vous avez une amitié avec un dictateur, vous mangez avec lui. Merci Madame Harris, nous vous avons parlé tous les deux. Alors on a évoqué l'Afghanistan l'heure passée, je voudrais rebondir sur... Je dois réagir un déjà. instant. Oui, allez-y. Poutine serait à Moscou et il n'aurait pas perdu 300 000 hommes et femmes. Silence, s'il vous plaît. Il serait à Moscou, bien plus heureux qu'aujourd'hui, mais vous savez, il a quelque chose que les autres n'ont pas, l'arme nucléaire, on n'en a pas parlé, il a la bombe atomique, personne n'y pense.
Alors peut-être qu'il veut l'utiliser, peut-être pas, mais en tout cas c'est à sa disposition. On n'aime pas en parler, personne n'aime parler de ça. Mais il faut bien que vous compreniez, c'est que ils l'ont envoyé négocier la paix avant même le début de la guerre. 3 jours plus tard, il a envahi l'Ukraine, il a commencé la guerre, parce que tout ce qu'ils ont dit était faible et stupide. Ils ont dit les mauvaises choses. Elle était l'émissaire. Ils l'ont envoyée pour négocier avec Zelensky et Poutine. Et c'est ce qu'elle a fait. Et la guerre a éclaté 3 jours plus tard. Voilà le talent que l'on voit chez elle. Elle est pire que Biden. Je pense que Biden est le pire président de l'histoire de notre pays et Kamala Harris est la pire vice-présidente de l'histoire de notre pays. Mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est une horrible négociatrice. Et ils l'ont envoyée négocier et dès qu'elle avait fermé la porte, Poutine a envahi l'Ukraine. Merci. Alors, vous avez évoqué quelque chose. Vous venez de dire que Mme Harris avait été négociée avec le président Poutine. Est-ce que vous l'avez rencontré? Encore une fois, comme je l'ai dit, on va entendre beaucoup de mensonges. Et en voilà encore un autre. J'ai rencontré le président Zelensky plus de 5 fois. Et il faut que les États-Unis aient un rôle de leader pour faire respecter les lois et les règles internationales, montrer la force de cette alliance et notre force. Parce que ces alliances, elles dépendent de notre capacité à aider nos amis et ne pas donner des faveurs à nos ennemis, parce que vous adorez les hommes forts plutôt que de vous intéresser à la démocratie. Et c'est exactement ce qui est en jeu aujourd'hui. Le président des États-Unis, ce sera aussi le commandant en chef et le peuple américain a le droit de dépendre d'un président qui comprend l'importance du rôle des États-Unis et de ses responsabilités. Il s'agit d'assurer qu'il y a une stabilité et que nous respectons et que nous assurons la promotion de nos principes plutôt que du bénéfice de la flatterie. Alors, on a parlé de l'Ukraine, de Vladimir Poutine. Je voudrais parler de l'Afghanistan qui a été évoqué tout à l'heure. Non, je voudrais passer à l'Afghanistan. Ils ont dit que Trump a fait les meilleures choses. Grâce à Trump, eh bien, c'est 28 pays ont payé. Et c'est le secrétaire général de l'OTAN qui a dit « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Pendant des années, c'est nous qui financions à 100% l'OTAN pratiquement. On était arnaqués par l'Europe en question de commerce et pour l'OTAN. Et j'ai dit, si vous ne payez pas, on ne va plus vous protéger. Et le secrétaire général a dit que c'était la meilleure chose qu'il ait jamais vue. Merci. Je voudrais passer à l'Afghanistan qui a été évoqué tout à l'heure. Il y a eu un moment très poignant sur le Capitole lorsqu'on a rendu hommage aux soldats morts en Afghanistan. Madame Harris, est-ce que vous avez l'impression d'être responsable de la façon dont le retrait s'est déroulé? Je dois vous dire, je suis d'accord avec la décision de Biden de se retirer d'Afghanistan. On avait dit qu'on le ferait, on l'a fait. Et aujourd'hui, les contribuables ne payent plus 300 millions de dollars par jour pour une guerre sans fin. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun membre de l'armée américaine qui est dans une zone de combat, dans une zone de guerre dans le monde. C'est pour la première fois dans ce siècle. Et quand Donald Trump était président, il a négocié l'un des accords les plus faibles que l'on puisse imaginer. Il s'imagine qu'il est un bon négociateur, mais même ses conseillers l'ont dit, c'était un accord désastreux. Il a contourné le gouvernement afghan, il a négocié avec les talibans, une organisation terroriste. Cette négociation signifie que 5000 terroristes talibans ont été libérés. Et, attention, écoutez bien, le président, à l'époque, a invité les talibans à Camp David, un endroit qui a une signification historique pour les Américains. C'est un endroit où nous rendons hommage à l'importance et de la diplomatie américaine, un endroit où on a accueilli des personnalités mondiales importantes. Et en tant que président, à l'époque, Donald Trump les a invités à Camp David parce que il n'apprécie pas, encore une fois, le rôle et la responsabilité d'un président des États-Unis. Il s'agit d'être commandant en chef et d'avoir un certain respect
il a constamment dénigré les membres de nos forces armées, de nos soldats. Il n'a pas fait preuve du respect que nous Merci Madame Harris. Monsieur Trump, est-ce que vous voulez répondre et sur la négociation avec les talibans? Oui, merci. Regardez cette période. Les talibans tuaient nos soldats, beaucoup de soldats, avec des snipers. Et j'ai commencé à travailler avec les talibans parce que les talibans tuaient ces soldats. C'était la force combattante en Afghanistan. L'armée en Afghanistan ne s'occupe pas d'eux. Et Abdul, chef des talibans, toujours chef des talibans, j'ai dit à Abdul, ça suffit, si vous continuez, vous allez avoir des problèmes. Et il m'a répondu, pourquoi vous m'envoyez une photo de ma maison? Et j'ai dit, il va falloir trouver la réponse. Et pendant 18 mois, personne n'est mort. Mike Pompeo a négocié un très bon accord. Et c'était un bon accord. Parce que on serait sorti plus vite, mais on n'aurait pas perdu un seul soldat. On n'aurait pas laissé autant d'Américains derrière nous. On n'aurait pas abandonné autant d'Américains. Et surtout 85 milliards de dollars d'équipement de pointe n'auraient pas été abandonnés dans l'Afghanistan. Vraiment, ils se sont vautrés. L'accord disait, il faut faire ceci, cela. Et les démocrates n'ont pas suivi ce plan. Ils ne l'ont pas suivi. L'accord a été conclu, ou en tout cas, ils n'ont pas suivi cet accord. Ils n'ont pas suivi le plan. Et les démocrates ont fait le pire retrait de troupes. C'était une honte. C'était très embarrassant. Le moment le plus embarrassant de l'histoire de notre pays. Et voilà pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine. Parce qu'ils ont vu à quel point elle était incompétente, elle et son patron. Merci. Est-ce qu'on peut passer à la question de la race et de la politique? Monsieur Trump, vous venez de dire de Madame Harris, je ne savais pas qu'elle était noire jusqu'à il y a quelques années quand elle est devenue noire, maintenant qu'elle veut être reconnue comme noire. Pourquoi est-ce que vous considérez qu'il est important de parler de la race de votre opposant? Je m'en moque, peu importe la couleur de sa peau, peu importe. Vous faites une montagne d'une topinière, vraiment. Moi, ce qu'elle veut être, ça me pose pas de problème. C'est vous qui l'avez dit. Non, je sais pas tout ce que je peux dire. Bon, j'ai lu qu'elle disait qu'elle n'était pas noire, ensuite que... voilà, je peux dire ça. Et ensuite, j'ai lu qu'à nouveau qu'elle était noire. Et ce n'est pas un problème. Peu importe la couleur. Les deux me vont. C'est à elle de décider. Madame Harris? Honnêtement, je trouve ça tragique. Une personne qui veut être président des États-Unis, mais qui, tout au long de sa carrière, a essayé de diviser le peuple américain. Je pense que la grande majorité des Américains savent que nous avons beaucoup plus en commun que ce qui nous sépare. Et ce qu'il a fait, c'est essayer de nous diviser surtout sur des questions raciales. Il est propriétaire de terres, de bâtiments, et il y a eu une enquête sur lui parce qu'il a refusé de louer à des familles noires. Ne l'oublions pas, c'est la même personne qui a eu une publication dans le New York Times pour demander que 5 jeunes garçons noirs et latinos, complètement innocents, et il a donc publié une publicité dans les journaux pour appeler à leur condamnation. Et c'est quelqu'un qui a aussi critiqué le premier président noir des États-Unis. Et je pense que le peuple américain méritent mieux. Ils veulent mieux. Ils veulent quelqu'un qui les comprend. Quand je rencontre les Américains, nous nous considérons comme des amis, comme des voisins. On ne veut pas d'un président qui essaye de créer la division. Je rencontre des personnes qui me disent chaque jour, est-ce qu'on peut nous dire comment est-ce qu'on va enfin investir dans les aspirations, les rêves et les ambitions des Américains? Peu importe la couleur de leur peau, la langue de leur grand-mère, peu importe. Chacun a des rêves, des aspirations et on veut une présidente qui les croit. Merci. Lindsay? Monsieur Trump, Est-ce que je peux réagir?
C'est la présidence la plus clivante de l'histoire de notre pays. On n'a jamais vu quoi que ce soit comme ça. Ils détruisent notre pays. Et les démocrates inventent des choses, comme ce qu'elle vient de dire. On remonte à des années où beaucoup de personnes, même quand Bloomberg était d'accord avec moi sur les 5 de Central Park, ils étaient d'accord, ils ont plaidé coupables. Et j'ai dit, s'ils ont plaidé coupables, eh bien, ils ont tué une personne, en définitive. Et donc, s'ils plaident coupables, voilà. Et ensuite, ils ont plaidé non coupables. Bon. En tout cas, voilà une personne qui doit revenir des années 40, 50 ans en arrière, parce que rien n'est fait de bon aujourd'hui. Je leur ai légué la meilleure économie de l'histoire du monde et je vais reconstruire cette économie. Elle sera encore plus grande, plus forte, plus belle. Mais les démocrates détruisent notre économie. Ils ne savent pas à quoi ressemble une bonne économie. Leurs politiques sur le pétrole sont catastrophiques. Toutes leurs politiques sont catastrophiques. Et souvenez-vous d'une chose, c'est que elle, c'est Biden. Elle essaie de s'éloigner de Biden. Elle dit, je ne connais pas cet homme-là. Mais elle, c'est la même personne que Biden. Pire inflation qu'on n'ait jamais vue. Une horrible économie à cause de l'inflation. Et elle ne peut pas se défaire de ça. Merci, plus de temps. J'aimerais lui répondre brièvement. Bon, clairement, je ne suis pas Joe Biden. Et je ne suis surtout pas Donald Trump. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une nouvelle génération de dirigeants pour votre pays qui croient en vous, qui apporte un peu d'optimisme, qui toujours se concentre sur ce qu'il est possible de faire plutôt que de continuer à vous décourager. Je pense que l'on peut renforcer les petites entreprises et c'est pour ça que j'ai un plan. Parlons de ces plans et comparons ces plans. J'ai un plan. Un plan qui va donner aux start-up des déductions d'impôts de $50 000, qui vont les aider à poursuivre leurs ambitions, leurs idées. $6 000, c'est dans mon plan pour les familles qui ont des nouveau-nés. Ce qui vous permet d'aider votre enfant pendant cette période critique de son développement. J'ai un plan qui va permettre aux citoyens de poursuivre ce rêve américain, avoir un acompte pour une aide pour l'acompte des primo-accédants à hauteur de $25 000. C'est ça que veut le peuple américain. Ils ne veulent pas que l'on dénigre. Il faut tourner la page et avancer. Merci madame. Passons au point suivant. Monsieur Trump, il faut passer à autre chose. Elle a un plan pour démanteler la police. Elle a un plan pour confisquer toutes les armes. Monsieur Trump, je vous interromps, nous devons passer à autre chose. Le fracking en Pennsylvanie ou dans les autres États. Voilà son plan. Jusqu'à très récemment. J'aimerais répondre. S'il vous plaît. Cela fait 2 fois qu'il réagit et je dois Non, il va falloir réagir. passer à autre chose. J'aimerais répondre à ce qu'il a dit plusieurs fois. Monsieur Trump, ça fait 3 fois que vous vous présentez. À chaque fois, vous avez parlé d'annuler le Obamacare. Vous n'y avez pas réussi les dernières fois. Cette fois-ci, vous nous dites que vous allez le garder à moins que vous arriviez à faire mieux. Le mois dernier, vous nous avez dit que vous travailliez dessus. Est-ce que 9 ans après votre première campagne, vous pouvez nous dire quelle est c'était une votre mauvaise plan? assurance santé. Ce n'était pas bon à l'époque, ce n'est pas très bon aujourd'hui. Et quand j'ai dit qu'on allait travailler sur quelque chose, et on travaille sur quelque chose, on va le faire et on va remplacer Obamacare. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est que j'ai hérité d'Obamacare parce que les démocrates ne voulaient pas le modifier. Ils voulaient pas voter pour, ils voulaient pas modifier Obamacare. S'ils l'avaient modifié, eh bien, on aurait eu un meilleur plan qu'Obamacare. Mais les démocrates ont décidé de ne pas voter pour cette modification. J'ai eu un choix à faire en tant que président. Est-ce que j'essaie de transformer ça en un bon système, ce ne sera jamais extraordinaire, ou est-ce que je le laisse pourrir? Et j'ai senti que c'était mon obligation, même politique, ça aurait été très bien de le laisser pourrir et de le laisser disparaître, mais j'ai décidé, j'ai dit à mes équipes, à mes meilleures équipes, de très bonnes équipes, j'ai beaucoup de très bonnes équipes dans mon administration, on entend parler des mauvaises, on a quelques mauvais, hein, mais les démocrates aussi, ils ont de très mauvaises équipes dont ils ne se débarrassent pas. Mais j'ai eu un choix à faire. Est-ce que je sauve Obamacare et est-ce que j'essaie d'en faire quelque chose de très très bon, ou est-ce que je laisse ça pourrir? Et j'ai sauvé Obamacare. J'ai pris la bonne décision. Mais encore aujourd'hui, ce ne sera jamais un très très bon plan et ça coûte trop cher pour les gens. Et ce que nous allons faire, c'est que on est en train de voir
avoir différents plans. Si on peut trouver un plan qui va coûter aux Américains moins d'argent, et c'est un meilleur système qu'Obamacare, eh bien, sans aucun problème, je supprimerai Obamacare. Mais en attendant, je préfère faire fonctionner Obamacare aussi bien que possible. Oui ou non? Vous n'avez toujours pas de plan? J'ai des idées de plans, j'ai des concepts, mais je ne suis pas président en ce moment. Mais si on trouve quelque chose, bon, moi, je ne modifierai Obamacare que si on trouve quelque chose de mieux et de moins cher. Et il y a des concepts et des options que nous avons qui sont à notre disposition et vous allez en entendre parler très prochainement. Madame Harris, en 2017, vous aviez soutenu la proposition de Bernie Sanders pour proposer un système de santé public. 2 ans plus tard, vous incluiez une proposition de privé. Quel est votre plan aujourd'hui? Pour commencer, pendant les 4 dernières années, j'ai toujours été en soutien j'ai toujours soutenu justement ces options de soins de santé. Mais avant de revenir là-dessus, j'aimerais répondre à ce qu'a dit l'ancien président. Ma position sur la fracturation hydraulique est très claire. Et puis cette question des armes à feu, Tim Walz et moi, nous n'allons certainement pas vous retirer vos armes à feu ou vous les confisquer. Alors, pour revenir à Obamacare, il faut revenir sur les faits. Quand Donald Trump était président, à 60 occasions, il a essayé de se débarrasser d'Obamacare. J'étais sénatrice à l'époque et je n'oublierai jamais ce matin à l'aube quand nous étions au vote au Sénat et John McCain, que vous avez méprisé, vous avez dit que vous ne l'aimiez pas à l'époque parce que à l'époque vous avez dit des choses sur lui. Il a dit à l'époque non, non, vous ne le ferez pas. Non, vous n'allez pas vous débarrasser de cette loi sur les soins abordables, l'Obamacare. Et pourquoi? Parce que vous allez justement permettre aux personnes qui ont des conditions préexistantes d'avoir accès à des soins. Vous vous souvenez, à l'époque, quand une compagnie d'assurance pouvait empêcher de donner des soins si vous aviez des conditions antérieures, si vous aviez de l'asthme, si vous aviez du diabète, on pouvait vous empêcher d'avoir accès aux soins. Pendant les 4 dernières années, nous avons justement permis de faire en sorte qu'Obamacare soit plus fort et de réduire les prix pour le peuple américain. Donald Trump a dit qu'il allait permettre la négociation des prix, mais il l'a jamais fait. Et aujourd'hui, nous avons plafonné le prix de l'insuline à $35. Nous avions $2,000 par an pour les plus âgés et nous allons le faire pour tout le monde. Il faut comprendre que aujourd'hui, nous allons faire en sorte que l'accès aux soins de santé soit un droit, parce que c'est un droit. Et ce n'est pas seulement accessible pour ceux qui peuvent se le permettre. Nous voulons renforcer Obamacare et Madame Harris, pas l'inverse. Merci, Madame. Je voudrais passer à un autre sujet. John McCain a lutté contre Obamacare pendant 10 ans. Mais il n'était pas seul. C'était tous les démocrates. Et vous savez quoi, on peut faire mieux qu'Obamacare, bien mieux, bien moins coûteux. Mais elle ne veut pas améliorer les assurances privées. Les gens payent pour des assurances privées. Des gens qui travaillent dur, qui ont gagné de l'argent, ils veulent avoir une assurance privée. Elle veut que tout le monde ait une assurance gouvernementale où on attend 6 mois avant de pouvoir se faire opérer. Monsieur Trump, merci. Nous voulions passer à autre chose. Un autre sujet d'importance pour les Américains, notamment les électeurs les plus jeunes, le changement climatique. Monsieur Trump, par rapport à l'environnement, vous nous dites qu'il nous faut de l'eau propre et de l'air propre. Madame Harris, vous dites que le changement climatique est une menace existentielle. Ma question est de savoir ce que vous feriez pour lutter contre le changement climatique. Madame Harris, d'abord, 1 minute. L'ancien président a dit que c'était une farce, le changement climatique, alors que nous savons que c'est vrai. Il suffit de poser la question aux personnes qui sont confrontées à les conséquences du changement climatique. Il suffit de poser la question aux personnes
qui ont perdu leur maison à cause de catastrophes naturelles et qui n'ont plus nulle part où aller. Nous savons que les jeunes, que ça leur tient à cœur, cette question. Pendant les 4 dernières années, nous avons beaucoup investi 3 000 milliards de dollars pour l'énergie propre. Nous avons aussi augmenté la production de gaz domestique à des niveaux historiques. Nous avons investi dans l'énergie propre, l'énergie renouvelable. Nous avons d'ailleurs ouvert des entreprises partout et des industries partout dans le monde. Alors, en fait, nous avons créé des emplois manufacturiers, alors que Donald Trump a perdu des emplois. Nous savons que pour construire une économie basée sur l'énergie propre, il faut investir sur les produits américains, sur les voitures fabriquées aux États-Unis. Il faut renforcer notre industrie. Il faut créer des... Madame Harris, merci. Il faut les construire et pas les fermer. Non, il y a 10 000 emplois qui ont été supprimés ce mois-ci. Ils construisent des usines au Mexique qui appartiennent souvent à la Chine. Ils construisent ces grandes usines et ils pensent pouvoir vendre des véhicules aux États-Unis grâce à ces démocrates. Ce qu'ils ont donné à la Chine, c'est incroyable, Mais on ne va pas laisser ça faire. On va imposer des droits de douane pour que les véhicules ne puissent pas venir dans notre pays parce que sinon ça va tuer l'industrie automobile aux États-Unis. À Détroit, en Caroline du Sud, dans d'autres États, ce qu'ils ont fait aux entreprises et à l'industrie manufacturière dans ce pays, c'est tout simplement atroce. Nous n'avons rien parce qu'ils ont refusé. Vous savez, Biden ne s'attaque pas aux gens parce que la Chine a payé des millions de dollars, il a peur d'agir. Entre lui et son fils, ils reçoivent beaucoup d'argent grâce à l'Ukraine, ils reçoivent beaucoup d'argent de ces différents pays. Et ensuite, on se demande pourquoi est-ce qu'il est aussi loyal envers l'Ukraine, la Chine. Pourquoi est-ce qu'il reçoit 3,5 millions du maire de Moscou ou de sa femme? Pourquoi est-ce qu'elle lui a donné 3,5 millions? C'est une administration malhonnête qui vend notre pays. Merci, monsieur Trump. Nous revenons dans quelques instants pour les paroles de clôture. Restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 et sur France Info. On poursuit la retransmission en direct de la 3e partie du débat présidentiel d'ABC News face à face entre Kamala Harris et Donald Trump. On se retrouve juste après. De visions très différentes pour notre pays. L'une qui se concentre sur l'avenir et l'autre sur le passé. Une tentative de nous ramener en arrière. Mais non, on ne va pas retourner en arrière. Et je pense que le peuple américain sait que nous avons beaucoup plus en commun que de choses qui nous divisent et que nous pouvons ici aller de l'avant et avoir une nouvelle voie à suivre. Et pour cela, il faut avoir un nouveau plan, un plan qui comprend les aspirations, les rêves, les espoirs, les ambitions du peuple américain. C'est pourquoi je vais créer une économie de l'opportunité qui investit dans les petites entreprises, dans les nouvelles familles, qui protège les personnes âgées. Une économie qui donne aux travailleurs un moment de répit et qui réduit le coût de la vie. Je pense qu'ensemble, nous pouvons justement assurer la place des États-Unis sur la scène internationale, avoir un respect notamment pour nos forces armées, s'assurer que notre force armée soit la plus létale dans le monde. Je suis la présidente qui va se battre pour nos droits et nos libertés fondamentales, notamment le droit des femmes à disposer de leur corps et ne pas laisser d'autres leur dire comment disposer de leur corps. J'ai été procureure générale, j'ai été sénatrice et j'ai été vice-présidente. Et mon unique client, c'est vous, ce sont les citoyens. En tant que procureur, je n'ai jamais demandé à une victime ou à un témoin, est-ce que vous êtes républicain ou démocrate? J'ai toujours posé cette question. Comment ça va? Et c'est exactement de ça dont on a besoin aujourd'hui. Quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui s'inquiète pour vous, pour qui vous êtes une priorité. Je vais être une présidente pour tous les Américains et je vais me concentrer sur ce que nous pouvons faire dans 10, 15, 20 ans en reconstruisant notre pays, en investissant dans vous, le peuple américain. Merci Madame Harris. Monsieur Trump.
Elle a commencé en disant on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, elle va faire toutes ces choses formidables. Pourquoi est-ce qu'elle ne les a pas encore fait? Ça fait 3 ans et demi qu'elle est au pouvoir. Ils ont eu 3 ans et demi pour résoudre le problème à la frontière, 3 ans et demi pour créer des emplois. Toutes les choses dont on a parlé. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas encore fait tout ça? Elle devrait partir immédiatement, retourner dans cette belle Maison Blanche, aller au Capitole, rassembler tout le monde et faire tout ce que vous voulez faire. Mais vous ne l'avez pas fait et vous n'allez pas le faire. Pourquoi? Eh bien parce que vous croyez en des choses dans lesquelles les Américains ne croient pas. Vous croyez dans des choses comme oh, on ne va pas faire de fracking, on ne va pas utiliser les carburants fossiles, les choses qui vont renforcer notre pays. L'Allemagne a essayé et en 1 an, ils ont à nouveau construit des usines énergétiques normales. On ne peut pas sacrifier notre pays tout simplement pour une mauvaise vision. Mais ma question c'est, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait toutes ces choses? Nous sommes une nation en déliquescence, une nation qui est en grave déclin. Tout le monde se moque de nous, le monde entier se moque de nous. Je connais très bien les dirigeants, ils viennent me voir, ils m'appellent. Vraiment, on rit de nous. Le monde entier ne comprend pas ce qui arrive aux États-Unis. Nous ne sommes plus un leader. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Il y a des guerres au Moyen-Orient, il y a une guerre avec la Russie, en Ukraine. On va finir comme un pays du tiers-monde et la guerre va éclater à cause des bombes atomiques. J'ai reconstruit toute notre branche militaire. Elle a beaucoup fait de mauvaises choses. Elle a abandonné beaucoup de choses aux talibans, à l'Afghanistan. Ce que ces personnes ont fait à notre pays, et surtout elle a autorisé à des millions et des millions de personnes d'envahir notre pays. Beaucoup de criminels qui détruisent notre pays. C'est la pire présidence, le pire président, la pire vice-présidente de l'histoire de notre pays. Merci, Monsieur Trump. Voilà, nous en arrivons à la fin de ce débat ABC ici à Philadelphie. Lindsay Davis, David Muir, merci de nous avoir suivis ici aux États-Unis et dans le monde entier. Merci et bonne nuit. C'était clairement un débat à 3 contre 1. Mais je crois qu'on s'en est bien sorti. Je pense que c'est mon meilleur débat. Et pourtant, j'en avais déjà fait des bons. Mais ce soir, c'était le meilleur. Je pense qu'elle n'a pas été très bonne. Elle n'a pas protégé sa fonction de vice-présidente. Et si vous regardez bien, elle a été irrespectueuse avec le président. Elle a essayé de se distancier de Joe Biden. Mais elle n'a pas réussi.